Oui, allô? Tu m'entends? Oui. Oui, allô? Monsieur, Allô, oui, bonsoir. monsieur Lyons? Oui, Donc c'est François, donc le responsable de la web radio Ville Lumière. Donc ouais, là pour l'instant on n'est pas encore en direct, hein. Là je vais le mettre en ok, direct. Donc ouais. tu peux dire bonjour, enfin Jean, Jean-Pascal, tu peux dire bonjour à Bernard. Ça résonne un peu là, les gars. Ouais, attends. Jean, Oui, tu peux dire bonjour bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Salut à tous. Salut à tous, Bonjour. salut à tous. Bonjour. Salut Bernard. Donc qui c'est qui veut commencer? Alors c'est Jean ou Flo? Bah, comme il veut. Vas-y Flo, je t'en prie. Ok, ça marche. On est en direct là? Non, là je connais. Jean, tu animes, non? Bah ouf. Vas-y Flo, démarre, vas-y, je t'en prie. Attends, Ouais, je vais démarrer. voilà. Dans 3 secondes, c'est bon, hein. 1, Ok. 2, Ça marche. 3, c'est bon. Vas-y. Bonjour et bienvenue sur la radio Ville Lumière. Ce soir, nous avons comme invité Bernard Lyons, donc journaliste pour le média L'Équipe. Bonsoir Bernard, Salut à tous, salut à toutes. comment allez-vous? Bah écoutez, ça va bien, hein. Donc, pour les Parisiens, vous devez être en pleine bourre, hein, parce que vous allez pouvoir retrouver le Stade de France, donc c'est une bonne nouvelle pour tous les supporters du PSG. Oui, tout à fait. Tout d'abord, on vous remercie de nous accorder un peu de votre temps. Et Non, mais je vous en prie, ça. donc nous Non, allons... c'est ça. Oui, vas-y, pardon, excuse-moi. Donc nous allons commencer l'interview. Donc ces derniers temps, un livre est paru. Il s'agit des 1000 maillots de football. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce livre, s'il vous plaît? Bah écoutez, très volontiers, on a eu l'idée avec mes éditeurs de Holo Édition, Philippe Marchand, Nicolas Marquet, de dessiner 1000 maillots du monde entier. Alors c'est pas des photographies, mais c'est vraiment des maillots qui sont reproduits à l'identique sous forme de dessin. Ça part de l'Azerbaïdjan jusqu'à la Zambie. Et puis on s'est arrêté sur les 170 qui nous semblaient les plus mythiques. On a rassemblé en 34 équipes. Alors bien sûr, il y a les 8 nations champions du monde, mais il y a aussi des clubs du monde entier comme Boca Juniors, comme l'Inter, et bien sûr le Paris Saint-Germain pour la France avec l'Olympique de Marseille. C'est un livre qui raconte l'histoire du maillot. Par exemple, pourquoi le Brésil joue en jaune alors qu'historiquement, jusqu'à 1950, et la seule finale qu'il y a eu au Maracana, ils ont toujours joué en blanc. Et puis une histoire sur le maillot. Par exemple, comment Pelé a créé par hasard la légende du numéro 10 du Brésil. Il y a plein de petits textes, de petites informations. Ça se veut très ludique et ça permet de faire un tour du monde en 1000 maillots de foot. Voilà, donc tout à fait. Justement, j'allais en revenir sur l'anecdote de Pelé, du Brésil et du maillot italien. Donc, en gros, la susceptibilité du monde du foot existe vraiment. Parce qu'on apprend que le Brésil, avant, ils jouaient en blanc jusqu'à leur finale contre l'Uruguay, qu'ils ont perdu. Donc, à ce moment-là, ils ont choisi le jaune. Après, on apprend donc pour Pelé, le numéro 10. Oui, alors si vous voulez, historiquement, le Brésil a toujours joué en blanc jusqu'en 1950. Et 1950, ils jouent leur première finale devant plus de 200 000 personnes au Maracana. C'était pas vraiment une finale à l'époque parce que c'était des phases de groupe. Il n'y avait pas les phases à élimination directe comme les quarts demi-finales qu'on connaît aujourd'hui, même les huitièmes. Il leur suffisait d'un match nul face à l'Uruguay pour être sacré pour la première fois champion du monde. Tout le peuple brésilien était sûr de la victoire. Le Brésil avait ouvert le score et patatras. Ils ont encaissé 2 buts et ils ont perdu cette finale qui était une des plus grosses surprises de l'histoire de la Coupe du Monde balbutiante. Et du coup, comme ils jouent en blanc, le blanc est devenu symbole de deuil national au Brésil. Et pour la Coupe du Monde suivante, ils ont décidé, à partir de 1954, d'essayer une des couleurs du drapeau national. Alors ils ont un petit peu joué en bleu et puis le premier match de Coupe du Monde, ils le jouent en jaune. Ils ont gagné et depuis, ils n'ont plus jamais changé leur couleur. Ils n'ont surtout plus jamais rejoué en blanc.
l'isolé vert. Ils ont un petit peu joué quand même en bleu, qui est une autre couleur de leur drapeau national, notamment en 58 en Suède, et puis en 94, surtout aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image de Bebeto Romario qui mime le versement d'un bébé pour fêter un but. On te l'a fait comme ça parce que parce que la Suède jouait à l'époque aussi en jaune, et que 2 fois lors de cette Coupe du Monde, ils ont joué contre la Suède. Alors du coup, comme la Suède avait été tirée en premier, ils ont été obligés de jouer en bleu, et le bleu leur a porté chance, mais jamais, plus jamais, ils ont joué en blanc. Donc, vous voyez, dans le foot, il y a énormément de superstitions. Oui, tout à fait. Donc, à ma connaissance, vous suivez les Girondins de Bordeaux également, c'est bien ça? Ouais, j'ai suivi les Girondins de Bordeaux pendant 5 ans, mais depuis 2-3 saisons, je suis venu à Saint-Etienne. J'ai été transféré. Vous savez, il n'y a pas que dans le football qu'on transfère les joueurs, aussi dans la presse, des fois on transfère un peu les joueurs, les journalistes, pardon, mais là, je suis venu, j'avais fait le tour au bout de 5 ans à Saint-Etienne, j'avais besoin d'un nouveau challenge, et on m'a proposé de suivre Lyon au départ en Ligue des Champions, et puis Saint-Etienne en championnat. Ça faisait que j'avais 7 orteils à Saint-Etienne et 3 à Lyon, et puis finalement Lyon ne s'est plus qualifié pour la Ligue des Champions, et Saint-Etienne a raté une qualification en Ligue Europa il y a 2 ans, et je pensais vivre une année un petit peu frissonnette, et puis finalement, c'est comme dans le foot, il y a plein de bonnes surprises, et puis Saint-Etienne a gagné cette finale de Coupe de la Ligue. On jouait une Coupe de Ligue Europa, en fait plutôt les préliminaires, et puis là ils sont partis, et bien partis pour, je l'espère, se requalifier pour la Ligue Europa. Vous savez, en France, on a besoin des grands clubs qui sont hauts, on a besoin d'un Paris Saint-Germain fort, ce qui est le cas aujourd'hui, d'équipes comme Marseille, et puis aussi d'équipes comme Saint-Etienne, parce que c'est des clubs très populaires, et on a besoin en France notre football a besoin de locomotives. D'accord. Donc, transition toute trouvée, vu que vous avez suivi en gros les Girondins de Bordeaux pendant que l'entraîneur Laurent Blanc exerçait, si j'ai bien compris. Donc, oui, tout à fait. est-ce que vous trouvez d'aujourd'hui des similitudes entre le jeu prôné à Bordeaux et le jeu prôné aujourd'hui par le Paris Saint-Germain? Oui, il y a beaucoup de similitudes, parce que vous vous rappelez quand Laurent Blanc a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain, tout le monde a un peu dit que c'était un choix par défaut, que Laurent Blanc n'y arriverait pas. Moi, je ne partageais pas du tout cette analyse, parce que j'ai vu débuter Laurent Blanc au Girondins de Bordeaux avec le succès qu'on lui connaît, parce qu'il a quand même fait un superbe parcours en Ligue des Champions. Il a mené les Girondins de Bordeaux jusqu'au titre de France, de champion de France, pardon, et la victoire en Coupe de la Ligue. Il avait réussi parce que il a un projet de jeu, Laurent Blanc, et vous pouvez le voir tous les week-ends quand vous allez au Parc des Princes ou vous suivez votre équipe à l'extérieur. C'est un projet de jeu qui justement passe par le jeu. Vous ne voyez pas l'équipe du PSG dégager des grands ballons devant, c'est un jeu construit qui repart à terre, de derrière, avec une grande possession du ballon. C'est exactement ça à Bordeaux, avec notamment Johan Gourcuff, et puis devant des joueurs qui étaient un peu extraordinaires, c'est-à-dire qui sortaient de l'ordinaire sur cette saison-là, comme Marwan Chamakh. Et ce jeu léché à une touche de balle et percutant et efficace et agréable à avoir joué, on le retrouve cette saison au Paris Saint-Germain. Alors, c'est vrai que c'est une dimension supérieure, parce que Paris a des joueurs nettement supérieurs à ceux dont disposait Laurent Blanc à Bordeaux, mais quand même, on a l'impression cette année, moi je vais régulièrement au Parc des Princes voir les matchs, et franchement, je me régale, et Dieu sait si j'ai énormément de respect pour Carlo Ancelotti, mais je pense que vous en conviendrez avec moi, on se régale le plus cette année pour l'instant avec Paris que ce qu'on s'est régalé l'année dernière avec Carlo Ancelotti. Tout à fait. Donc, autre similitude qu'on retrouve pour ma part, c'est l'efficacité dans les coups de pied arrêtés. Mais comment expliquez-vous à propos de ça que pour les coups de pied arrêtés défensifs, on n'y arrive pas, alors que dans les coups de pied arrêtés offensifs, là, ça fait mouche une fois sur 2. Ouais, mais vous savez, les coups de pied arrêtés, c'est soit offensif ou défensif. Ça dépend de 2 choses. Ça dépend déjà d'une organisation tactique, et après une question d'agressivité et de concentration. Pour ce qui concerne les coups de pied offensifs, Laurent Blanc avait toujours
toujours l'habitude avec Jean-Louis Gasset de mettre en place 2 rideaux offensifs de 2 fois 3 joueurs, de 2 fois 8 3 joueurs, avec ce qu'il appelait des piliers devant, et puis des joueurs qui jaillissaient dans le dos. Ça dépend aussi beaucoup, les coups de pied arrêtés, de la qualité des frappeurs. Et c'est vrai qu'à Paris, à Bordeaux par exemple, il y avait des joueurs de qualité comme Gourcuff, comme Vendel, qui avaient des qualités de pied qui permettaient de déposer pratiquement le ballon où il voulait. Au Paris Saint-Germain, avec un joueur comme Thiago Motta, vous avez une qualité de frappeur assez exceptionnelle, et après, il y a une qualité de réceptionneur qui est tout aussi exceptionnelle. Mais après, pour ce qui concerne les coups de pied défensifs, c'est souvent une question d'organisation, mais beaucoup, à mon sens, de concentration. Et peut-être que là, les joueurs parisiens sont un petit peu moins attentifs sur les phases de jeu arrêtées, et ça se paye. Alors, il faudra faire très attention parce que les grands matchs, et souvent ceux de Ligue des Champions, ça se joue justement sur les coups de pied offensifs, mais surtout défensifs. C'est là que vous prenez les buts, que ce soit sur corner ou sur coup franc. Et là, le Paris Saint-Germain devra être extrêmement méfiant parce que dans ces grandes équipes que va rencontrer le PSG, il y a aussi des qualités de frappeurs et de réceptionneurs qui sont très au-dessus de la moyenne. D'accord. Bah écoutez, je vais vous passer mon collègue Jean Gauthier qui a des questions. Ok, d'accord. Volontiers. Oui, bonjour Bernard. Salut Jean. Donc merci. Donc je voulais savoir un petit peu de ce que vous pensiez de la prestation un petit peu du PSG hier soir contre Nantes. Bah écoutez, moi j'avais fait partie de ceux qui estimaient que ça n'allait pas être un match facile pour le Paris Saint-Germain. J'avais fait un petit duel avec mon confrère Vincent Deluc sur le plateau de l'équipe du soir sur l'équipe 21, où j'avais dit, et j'avais même pronostiqué, vous voyez, j'étais un oiseau de mauvais augure pour le PSG que Nantes allait se qualifier. Alors j'avais peut-être un peu grossi le trait, mais on s'attendait à une réaction quand même d'orgueil des Nantais. Vous vous rappelez, les Nantais se prenaient en photo sur la pelouse du Parc des Princes. À la fin du match, ils avaient demandé aux joueurs de pouvoir échanger leur maillot. On les avait vus en spectateurs. Alors hier soir, ça donnait un match un peu bizarre parce que sur les 20 premières minutes, je crois que la possession de balle, c'était 90% pour Paris et 10% pour Nantes, pardon, ce qui est absolument énorme. Mais finalement, Paris, et c'est là qu'on voit qu'on retrouve les grands joueurs dans les moments clés. Paris a dû son salut à un joueur tout à fait exceptionnel comme Ibrahimovic, qui était déjà très très fort l'année dernière, mais je trouve que cette année, avec l'arrivée de Cavani qui le titille un peu, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Vraiment, ça a été fabuleux. C'est vrai qu'on peut toujours compter sur lui, ça c'est sûr, dans tous les événements. Ah oui, parce qu'on ne voit pas forcément Ibrahimovic. On l'attendait un peu moins buteur et peut-être un peu plus passeur, comme il avait été l'année dernière en Ligue des Champions. Pourtant, on lui demande de marquer les buts. Et cette année, on a l'impression, vous savez, que l'arrivée de Cavani, qui est un formidable joueur d'équipe, mais aussi un formidable buteur, ça l'a titillé. Et pour l'avoir vu jouer longtemps en Italie, notamment avec Juventus, à l'Inter et à Milan, je trouve que là, cette saison, dans l'engagement, dans l'abnégation et puis dans l'efficacité, Ibrahimovic, il est vraiment stratosphérique. C'est un joueur incroyable. Donc justement, pour rebondir sur Cavani, là, bon, on a vu qu'il était blessé au moins 2 matchs. Si éventuellement, il peut pas faire le déplacement pour les Leverkusen, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment poser préjudice pour l'équipe? Oui, parce que moi, je pense que Cavani, il a 2 choses tout à fait hors du commun. Donc, ses qualités de buteur à proprement dit. C'est un joueur qui a été exilé pour des raisons tactiques et pour laisser la place à Ibrahimovic sur le côté droit. Ça n'empêche pas de rentrer et de marquer. Il a déjà marqué beaucoup pour le Paris Saint-Germain, mais c'est aussi un joueur qui est une force d'exemple et qui travaille énormément pour le collectif. Alors, on n'a pas un Ibrahimovic qu'on sent tout le temps concentré par les tâches défensives. Et Cavani compense ce manque un petit peu d'Ibrahimovic en se retrouvant à la fois devant, derrière. Je me rappelle d'un match où je l'ai vu tacler dans la surface de réparation adverse, et puis dans la même action venir tacler dans sa propre surface pour sortir un ballon. C'est un joueur. Vous savez, les entraîneurs parlent beaucoup d'équilibre d'équipe. Alors, ça peut paraître un peu barbare comme mot, mais c'est vraiment très important qu'il y ait des joueurs qui se sacrifient pour le collectif, et ça participe à l'équilibre de l'équipe.
Et Cavani, ce qu'il a de plus de tous les autres, c'est qu'il a une débauche d'énergie extraordinaire. On se dit après qu'il va manquer de lucidité devant le but, et il n'en est rien. C'était un petit peu moins vrai ces derniers matchs où on le sentait un petit peu fatigué et moussé avant sa blessure. C'est sûr que bon, en espérant qu'il se remette d'ici là, mais bon, admettons, ça va être un véritable casse-tête pour Laurent Blanc pour pouvoir le remplacer. Qui est-ce que d'après vous faudrait mettre en attaque? Bah, écoutez, hier, Laurent Blanc, des remplaçants, il faut quand même pas trop s'alarmer parce que Paris a des joueurs de très haut niveau sur le banc. Je pense notamment à Lucas Moura ou à Jérémy Ménez. Hier soir, il avait pris l'option de titulariser à droite Lucas Moura sans changer de système de jeu, et on a senti quand même une équipe parisienne un petit peu en dessous sur les côtés. Je pense notamment à Levidi à gauche qui n'a pas vraiment retrouvé le niveau qu'il avait au Napoli, et au moins le niveau auquel on est en droit de l'attendre. Et puis à droite, Lucas Moura, ça n'a pas été vraiment ça. Il faut voir ce qu'il va faire, mais des choix, il n'en a pas non plus 36. Laurent Blanc qui garde son même schéma avec son point fort. Vous savez, Laurent Blanc, il accorde énormément d'importance à ce qu'il appelle le cœur du jeu, c'est-à-dire le milieu de terrain. Mais c'est vrai que le milieu à 3 du PSG, Thiago Motta, Verratti, Matuidi, c'est un des milieux les plus performants aujourd'hui en Europe. Il va peut-être pas toucher à ce système-là, donc il faudra mettre quelqu'un à droite. À part Lucas Moura ou Jérémy Ménez, ça me paraît difficile de lancer un autre joueur, ou alors il faut changer de composition d'équipe. Et puis ces joueurs, vous savez, c'est un cercle vicieux. Quand les joueurs, au plus les joueurs jouent, au plus ils sont performants parce qu'ils sont en jambes. Quand ils jouent trop, ils risquent de la blessure ou ils risquent d'être un peu courts physiquement. Mais quand ils jouent pas beaucoup, alors là, pour retrouver le rythme, pour être compétitif et efficace, c'est compliqué. Le jeu de football, c'est vraiment une Formule 1. Alors moi, je n'enterrerai pas Lucas Moura, pas plus que je n'ai jamais enterré Jérémy Ménez. Ça reste des formidables joueurs. Espérons qu'avec un peu plus de matchs, un peu plus de rythme, ils arrivent à se hisser au niveau de la Ligue des Champions, parce que c'est vraiment l'objectif du Paris Saint-Germain cette année. Oui, c'est vrai. Bon, après, moi, ça reste mon avis. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est vrai que quand on donne du temps de jeu à Jérémy Ménez, on a vraiment l'impression que il prend pas de plaisir sur le terrain. Il manque il s'investit pas forcément, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on a des joueurs qui bénéficient d'un crédit de faciès parce qu'ils ont des belles gueules, qui font des beaux gestes, qui font lever le parc. Et puis après, on a des joueurs qui ont eu un délit de faciès. Jérémy Ménez, pour le connaître un petit peu, notamment sa période à Rome, croyez-moi, c'est un gentil garçon, c'est un super équipier. Mais c'est vrai que d'apparence comme ça, on a l'impression qu'il s'en fiche, on a l'impression qu'il n'est pas motivé, qu'il n'a pas envie de jouer. Mais c'est un petit peu son style. Ranieri est parvenu à le faire jouer, parce que Ménez, c'est un super joueur de ballon, c'est-à-dire quand il a le ballon, et après, c'est pas toujours un grand joueur quand il n'a pas le ballon, c'est-à-dire quand il faut faire tout le travail ingrat de remplacement défensif, de rééquilibrer tactiquement l'équipe. Mais Ranieri, il est arrivé à la Roma sur une période, et je l'avais vu jouer, il avait été très très fort, et c'est un petit peu, je pense, le défi aujourd'hui que s'est fixé Laurent Blanc, c'est d'arriver à ramener des joueurs comme Ménez, et je pense aussi à Pastore, à leur véritable niveau. Est-ce que Laurent Blanc va y parvenir? Jusqu'à maintenant, c'est un petit peu difficile. Maintenant, ne désespérons pas, ça reste des grands joueurs, et Jérémy Ménez sur un coup de rein pour vous faire gagner un match. D'accord. Donc bon, mais dernière question pour moi, une question personnelle. Je voulais savoir quel événement footballistique avez-vous pris le plus de plaisir à couvrir? Dans toute ma carrière? Oui. Il y en a eu beaucoup. Vous savez, on dit toujours que les premières fois ce sont les meilleures, c'est celles qui marquent le plus. Et c'est vrai que peut-être la Coupe du Monde 98 a été pour moi un événement exceptionnel. Il y a des journalistes qui attendent toute une vie, toute une carrière de pouvoir voir leur pays organiser et accueillir une Coupe du Monde. J'ai eu ce bonheur-là parce que c'était pas arrivé depuis 1938 en France, qui fait quand même 60 ans. Et mon bonheur a été double. C'était ma première Coupe du Monde. Et en plus, j'ai vu la France, mon pays, soulever pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde. Et je me souviens du match d'ouverture Brésil-Écosse, qui était un formidable
moment de partage et de communion entre les peuples qui se rencontrent pas souvent, c'est-à-dire les Brésiliens et les Écossais, et puis l'apothéose avec cette finale. Je pense que dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais pensé que la France puisse gagner chez elle face au Brésil 3-0, et j'ai vécu ce moment-là. Et comme a dit Thierry Roland, après on peut mourir tranquille, mais je suis pas pressé de mourir non plus. Bien sûr. Écoutez Bernard, merci de vos réponses. Donc là, je vais vous passer donc à un autre animateur qui est Jean-Charles de la web radio Ville Lumière. Merci Bernard. Ok, d'accord. Allez, merci à toi, ciao. Merci. Bonsoir Bernard Alliance, donc Pascal Jean-Charles, donc du Radio Ville Lumière, du blog amorti.overblog.com. Alors donc, jusqu'à maintenant on a parlé du PSG de l'intérieur. Je vais maintenant parler un petit peu du PSG tout autour en fait. Ce matin, j'ai lu quelque chose d'assez incroyable. Il y a Michel Derzakarian qui déclare à Paris, ce sont des vicieux, ce sont des tricheurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Michel Derzakarian? Je pense que Derzakarian, vous savez, il est resté le joueur qu'il était, il est l'entraîneur comme il était joueur. C'est un gagneur, c'est un râleur, c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche, comme on dit. Il n'était pas un ange sur le terrain. Non, qui n'était pas un ange. Alors je pense qu'il était extrêmement déçu par la défaite et puis le scénario du match. Quand vous êtes mené d'entrée, vous égalisez et puis vous perdez la dernière minute, vous avez de quoi être un petit peu frustré. Maintenant, les Parisiens sont des joueurs de haut niveau et un petit peu de malice, de vice et tout simplement ce qu'on appelle de l'expérience du haut niveau. Ça c'est le propre de toutes les grandes équipes. Souvenez-vous quand on jouait contre les Italiens, on avait toujours la sensation qu'on leur était au moins égal, si ce n'est supérieur, qu'on pouvait les battre. Et à la fin, on perdait tout le temps parce que il y avait un petit détail, il y avait un petit plus que les moments de gestion dans les matchs, les temps faibles notamment des Italiens, qu'eux, ils arrivaient à surmonter. Et ça s'appelle l'expérience et ça s'appelle le haut niveau. Oui, quand on entend un entraîneur comme Derzakarian, je crois que c'est peut-être sa deuxième saison en Ligue 1, dire de telles choses, est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte quand même qu'il y a un mal français? Donc, je me dis que les Français sont quand même souvent les meilleurs perdants. C'est-à-dire que quand Thierry Henry a mis la main, par exemple, qui a permis notamment de qualifier l'équipe de France, on a entendu beaucoup de critiques. Et pourtant, quand par exemple Maradona met la main en 86, on se rend compte que l'Argentine l'a accueilli comme un héros. Est-ce qu'il n'y a pas un mal français à peut-être gagner On se rend compte que des fois, des équipes ne se rendent pas compte qu'ils rentrent sur le terrain pour gagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais alors, là, les deux exemples pour les mains sont vraiment diamétralement opposés parce qu'il y avait tout un contexte historique concernant la main de Dieu, vous savez, la main de Maradona, qui a été marquée contre l'Angleterre. Il faut se souvenir qu'il y avait eu une guerre entre l'Argentine et l'Angleterre, ce qu'on appelait la guerre des Malvines. Donc il y avait un contexte autour de ce match qui dépassait largement le cadre du football et le cadre du sport. Ça a été presque une revanche prise par les Argentins qui avaient perdu la guerre des Malvines face à l'Angleterre. Alors forcément, les Argentins étaient tellement contents d'avoir battu balle au pied les Anglais après avoir été battus militairement quelques années plus tôt, qu'ils n'en ont pas voulu à Maradona. Il n'y a pas du tout, en dehors de ce contexte historique, il y a aussi une passion pour le sport et puis une idolâtrie à l'époque pour Maradona qui n'a pas existé en France. Il y avait... Oui. Oui, il y avait peut-être aussi un contexte en 2009 lors de cette... Oui, lors des barrages, tout à fait. Il faut rappeler que c'est pas Thierry Henry qui a marqué le but de la qualification contre l'Irlande. C'est son contrôle qui a permis le centre pour marquer le but des Bleus qui a été marqué par Gallas. C'est plutôt l'espèce de déni dans lequel s'était réfugié Thierry Henry qui avait été un petit peu mal perçu. Il faut aussi comprendre que nous, on a une tradition
d'esprit de Coubertin, vous savez, le Français qui a créé les Jeux Olympiques modernes. Il ne faut pas oublier que Jules Rimet, qui était français aussi, a créé la Coupe du Monde avec une certaine idée d'humanisme et d'échange entre les hommes. Donc, le sport français est resté quand même marqué par ces hommes-là et par cet esprit de Coubertin qui était l'essentiel, était de participer, et pas de gagner, et pas de participer n'importe comment, et pas de gagner surtout n'importe comment. Alors, c'est vrai que c'est resté un peu dans notre ADN sportif, et ça compte plus trop, c'est vrai, aux réalités du sport d'aujourd'hui. Ça, je le reconnais volontiers. Mais il y a une certaine éthique qu'on avait et qu'on défend toujours aujourd'hui. D'accord. Dimanche prochain va se jouer le match phare donc, de cette nouvelle journée de Ligue 1. Monaco reçoit Paris. Selon vous, est-ce le match déterminant de cette Ligue 1? Déterminant, je ne sais pas, parce qu'il restera encore beaucoup de matchs. Il restera encore beaucoup de matchs derrière, mais c'est vrai que c'est un match qui peut permettre au Paris Saint-Germain de régler pratiquement définitivement la course au titre de champion, parce qu'on sent bien que Saint-Etienne, Lyon, Marseille, toutes ces équipes-là sont trop loin, que Lille s'essouffle et que la seule équipe qui peut éventuellement titiller le Paris Saint-Germain, c'est Monaco. Ça restera un match quand même 4-3 points, il restera encore 15 matchs derrière, c'est beaucoup, mais de toute façon, moi j'ai jamais trop cru au suspense de la course au titre cette saison. Je pense que le Paris Saint-Germain le gagnera. On peut louer Monaco d'entretenir artificiellement un peu un espoir. S'il y a eu Falcao, je pense que oui, ça aurait pu être un match je dirais plus déterminant, parce que Monaco aurait eu beaucoup plus de chance face au Paris Saint-Germain, mais Monaco aujourd'hui sans Falcao, je m'excuse, mais c'est une équipe qui fait quand même moins peur. D'accord, donc vous faites donc du PSG le favori alors? Moi j'ai toujours fait le Paris Saint-Germain le grand favori du titre de champion. Je suis agréablement surpris, je me répète, mais que Monaco arrive à tenir dans la course effrénée du Paris Saint-Germain, mais on voit bien quand même que le Paris Saint-Germain est au-dessus de tout le monde, même si vous regardez les matchs et les résultats du Paris Saint-Germain face aux grosses équipes du championnat, ils n'ont pas eu les résultats qu'on aurait espéré, parce que contre Marseille, contre Monaco, contre Lille, le Paris Saint-Germain a peiné. Maintenant, ils sont libérés, ils sont en finale de la Coupe de la Ligue. Il a suffi de ramener un résultat de Monaco et je pense que le championnat sera plié. D'accord, ok. Donc, on a parlé un petit peu de Coupe du Monde tout à l'heure. Donc, effectivement, vous avez débuté votre carrière en 98 lors de la Coupe du Monde en France. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle Coupe du Monde qui arrive en juin au Brésil. Quels sont pour vous les favoris? Écoutez, je ne vais pas être très original. En 19 Coupes du Monde, il n'y a que 8 nations qui l'ont remporté. Et on va retrouver, je pense que c'est 8 nations parmi les favorites légitimement. Pour l'Amérique latine, il y a forcément le Brésil qui voudra effacer ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire la finale de 1950, la seule qui a été disputée au stade Maracana, qui jouera en plus devant son public. Il faudra faire attention à l'Uruguay qui va avoir quand même un duo d'attaquants assez extraordinaire avec Suarez et avec Nasri, sans doute Eden Hazard, un des deux meilleurs joueurs aujourd'hui incontestablement de Première Ligue. Il y aura aussi l'Argentine qui est toujours un petit peu décevante ces derniers temps, mais qui est encore une très très belle équipe. Et puis après au niveau européen, il y aura bien sûr l'Espagne, qui est peut-être un petit peu moins flamboyante à l'image de Xavi et Iniesta, mais qui a découvert et qui s'est découvert beaucoup d'attaquants de très très haut niveau, ce qui n'est pas trop le cas des dernières années. Il y aura l'Allemagne, qui est encore une génération de jeunes joueurs extraordinaires, même si c'est plus tout à fait le rouleau compresseur allemand qu'on a connu par le passé, et c'est une équipe qui est plus joueuse que gagneuse. Il y aura aussi, je l'espère, pourquoi pas la France, comme Didier Deschamps a les mains et le reste trouvé dans un bénitier. On l'a vu lors de
Monde. On l'a vu lors du tirage aussi pour cette phase finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas, la France, elle est capable de tout. Elle l'a montré en 98 et en 2006. Elle est capable de rien. Elle l'a montré en 2002 et en 2010. Maintenant, ça fait 2 Coupes du Monde réussies, 2 Coupes du Monde ratées, vivement la 5e. Alors oui, dans ce bénitier, j'ai pas eu l'impression non plus que l'Ukraine c'était une équipe de malades, comme on pourrait dire. Hein. Non, c'est pour ça qu'on a eu vraiment le meilleur tirage au sort possible. On a eu aussi le match retour à domicile au Stade de France. Pour connaître assez bien le football ukrainien, je m'attendais à un stade en ébullition, à des joueurs extrêmement motivés. Les Ukrainiens l'ont été. On est passé très très près du 3-0 lors du match aller. Là, je pense qu'on s'en serait pas remis. Le tirage au sort, on pouvait s'attendre à un tirage au sort extrêmement compliqué. On a eu non seulement le tirage au sort le plus favorable, le plus abordable, et puis aussi à l'ordre des matchs, parce que on va jouer le Honduras, qui est des 3 la plus faible équipe sur le papier. Après, on jouera la Suisse. Si on a le bonheur de l'emporter, la qualification est assurée. Et on terminera par l'Équateur, qui est toujours une équipe extrêmement difficile à manier. Vous voyez, aujourd'hui, par rapport aux craintes qu'on avait, il ne pouvait pas y avoir de meilleur tirage. C'est pour ça que je dis que Saint-Deschamps est avec nous et tout est possible. D'accord, donc concernant l'équipe de France, pensez-vous que Didier Deschamps a trouvé l'équipe type? Quand on voit ce que ça a donné sur le match retour de l'Ukraine, le trident du milieu, ce qu'il y avait derrière, est-ce qu'il a, selon vous, trouvé l'équipe type, celle qui peut mener l'équipe de France le plus loin possible? Écoutez, il faut l'espérer. Maintenant, nous sommes qu'au mois de février. La Coupe du Monde, c'est dans 4 février, mars, avril, mai, juin, c'est dans 4 mois, un petit peu plus de 4 mois. Donc, il va se passer encore beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on sent que la force de cette équipe de France, c'est comme je disais tout à l'heure avec le rendement, c'est le cœur du jeu, c'est le milieu de terrain. Il restera quand même à trouver un joueur de couloir à droite qui s'impose de façon indiscutable. Il faudra dégager aussi une charnière centrale qui soit absolument indiscutable et voir ce qu'on va faire sur le côté gauche. Patrice Evra est certes un joueur de très haut niveau, mais c'est pas exactement le même niveau qu'il nous montre en équipe de France que celui qu'il a à Manchester United. Je pense donc plutôt que Didier Deschamps a déjà dégagé un groupe pour cette Coupe du Monde. Il le dit d'ailleurs lui-même, sur les 23 joueurs, il en a à peu près 20 dans la tête. 111 types, ça c'est plus compliqué. Vous savez aussi qu'il ne faut pas oublier que généralement une Coupe du Monde, tu commences avec une équipe et tu termines avec une autre. D'accord, je vais terminer moi avec une question un peu plus décalée. Alors, j'aimerais savoir d'où vient ce surnom de Dr Love dans l'équipe du soir. Je vais vous l'expliquer. J'ai fait partie des 6-7 consultants avec, à l'époque, il y avait Saliac, il y avait Thierry Bretagne, Didier Roustan, Emmanuel Petit, quelques autres, à avoir créé l'émission L'équipe du soir. À l'époque, on était sur le câble et un soir, on m'a lu un mail Olivier Ménard m'a lu un mail qu'une téléspectatrice avait envoyé en me disant que elle me trouvait sexy, que j'étais le plus sexy des journalistes sportifs. Et donc du coup, j'ai répondu par une plaisanterie. Ils ont mis la musique en fond sonore de la croisière s'amuse. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti une citation que je connaissais de Sacha Guitry en disant que je n'avais rien contre les femmes, j'étais tout contre. Et la fois d'après, l'émission d'après, Béné m'a repris encore en me disant, alors maintenant vous êtes le Dr Love du football français. Et moi j'ai répondu par une autre citation. Et ça s'est installé comme ça petit à petit. Alors ça a contaminé tous les autres intervenants de l'émission, parce qu'à partir du personnage de Dr Love, on a créé une petite musique et on a créé des personnages pour chaque consultant. Si vous voulez, l'idée est venue de là. Donc il y a eu les gorgeurs de Sarasota, il y a eu Steve Austin, Vincent Duluc, etc., avec des petits jingles, des petites émissions, des petits accompagnements sonores. Et puis moi, c'est comme j'avais répondu par une citation,
à chaque fois maintenant, je réponds depuis 7 ans pour dire bonsoir aux téléspectateurs et surtout aux téléspectatrices. Je leur sers une citation. D'accord. Toujours. Hein. Ok, d'accord. Merci Bernard Alliance. Je ne sais pas s'il y a un autre animateur qui veut. Oui, bonsoir Bernard. Ouais, oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai une première question. Comment trouvez-vous le nouveau PSG? Ah, celui de cette saison, je l'adore, franchement. Hein. Moi, je me régale à chaque fois que je vais voir des matchs du Paris Saint-Germain, que ce soit au parc ou à l'extérieur. Ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une plus grande qualité de jeu. Je trouve que c'est un meilleur collectif. Alors, peut-être que Laurent Blanc tire profit des bénéfices du travail effectué la saison passée par Carlo Ancelotti. Moi, je pense qu'il y a surtout deux choses. Il y a l'apport de Thiago Motta, qui est bien moins blessé et qui est un joueur qui apporte un bon équilibre entre l'aspect défensif et offensif, qui est un joueur tout à fait extraordinaire. C'est pas pour rien que les Italiens ont naturalisé le Brésilien pour le faire jouer dans leur sélection. Et puis, il y a aussi l'arrivée d'un joueur que j'ai toujours adoré, que je trouve absolument extraordinaire, c'est Cavani. Et franchement, cette année, moi, je me régale et j'espère me régaler toute la saison. Donc, on a perdu Béchir, donc je reprends la main, si vous le voulez bien. Ouais. Donc, d'un point de vue personnel, lors d'une interview à un média, je ne me souviens plus lequel, vous avez déclaré que lors de votre début de carrière, vous avez reçu une offre d'un club de foot pour un poste de chargé en communication. Et donc, vous l'avez refusé en disant que c'était pas le moment. Et au jour d'aujourd'hui, si vous recevez la même offre, que direz-vous? Ouais, écoute, c'est une très bonne question. À l'époque, j'avais estimé que j'avais passé le tour de la question, que j'avais pas vécu pleinement mon métier de reporter. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vais faire ma 5e Coupe du Monde au Brésil. Ça sera ma 13e compétition internationale. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. Mais j'en vois pas j'ai pas encore estimé en avoir fait le tour. J'ai toujours autant de passion à aller voir les matchs, à commenter les matchs, à discuter sur les matchs. C'est toujours une passion intacte pour le football. Maintenant, il faut jamais dire jamais. Il faudrait voir l'opportunité qu'on me présenterait, mais avec la diversification aujourd'hui de nos métiers, à savoir un peu la radio, un peu la télévision. Je me suis lancé aussi maintenant dans l'écriture de livres. On fait un métier de journaliste qui est absolument formidable. Et je ne me vois pas aujourd'hui à 43 ans tout arrêter pour m'occuper de la communication d'un club de football. Mais après, je vous dis, ça dépendrait le club, ça dépendrait la proposition, et puis ça pourrait dépendre de plein de choses. Mais je pense que je n'ai pas changé d'avis aujourd'hui, et cette proposition l'a remonté à 95, 96, donc vous voyez, c'est vieux, hein, ça fait presque un peu plus de 15 ans. Et je pense qu'en 15 ans, j'ai pas encore fait le tour de mon métier. D'accord. Bah écoutez, on a retrouvé notre animateur Béchir, donc je vais vous le repasser. Ouais, Béchir, c'est passé où? Bah non, j'ai quelques problèmes de connexion. Donc, ouais, d'accord. Que pensez-vous déjà du nouveau parc des Princes? Le nouveau Parc des Princes, de toute façon, le Parc des Princes, c'est incontestablement un des plus beaux stades en France. On se régale, moi je prends un plaisir fou à aller dans ce stade avec une architecture extraordinaire. C'est un vrai stade de football. Moi, j'avais un peu de désamour avec le parc dû aux incidents qu'il y avait à répétition pendant des années. On sentait un climat hostile, on ne se sentait pas vraiment à l'aise dans ce stade. Aujourd'hui, ça manque peut-être encore un peu de ferveur, mais il va être modernisé, il va être agrandi, ça va rester le Parc des Princes, petit à petit va redevenir le stade extraordinaire qu'on a connu. Mais j'adore le parc, hein, c'est vraiment... et quand j'en parle avec tous les joueurs te disent aussi que c'est un stade extraordinaire à jouer et à vivre, quoi. Et du côté recrutement, pensez-vous que Kaba est la bonne recrue?
Bah écoutez, déjà, c'est le choix de l'entraîneur. Alors moi, quand je vois un entraîneur qui obtient les joueurs qu'il veut, je trouve que c'est déjà bien. Moi, on peut reprocher ce qu'on veut à Laurent Blanc, mais pas de bien connaître le football et d'identifier ses manques. On parle toujours du cœur du jeu. Laurent Blanc pense que tout se joue non pas en attaque ni derrière, mais au milieu, dans le cœur du jeu. C'est là que se gagnent et se perdent les batailles dans les grands matchs. Donc il a estimé qu'ils étaient un petit peu courts, les Parisiens, en termes d'effectifs, et que Yoann Cabaye était le joueur idoine qu'il lui fallait. Quand on voit ses performances avec Newcastle sur la première partie de saison, quand on voit ses matchs en équipe de France, je pense qu'effectivement Cabaye peut beaucoup apporter, notamment par sa qualité de passe, par sa qualité aussi sur les frappes de loin, et puis cette capacité à se propulser de l'avant. Je pense que ça peut être vraiment un joueur qui va rendre de gros services au Paris Saint-Germain. Ok. Et vous êtes pour ou contre vendre Lucas? Est-il vraiment un bon joueur ici à Paris, quoi? Doit-il rester? Mais écoutez, moi je partage l'analyse du roi Pelé quand il disait que Lucas Moura est parti un petit peu trop tôt du Brésil. Il n'avait pas encore tout à fait parfait son éducation de footballeur. Moi je trouve que Lucas Moura est un formidable joueur de football. Il a des qualités intrinsèques extraordinaires, mais il ne sait pas jouer au foot. On le voit notamment quand il prend son couloir. Au lieu de tenir son couloir, il repique systématiquement dans l'axe. Il déséquilibre toute l'équipe. Le football, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça reste un sport collectif. Ça reste un sport d'équilibre collectif. Et Lucas Moura a encore énormément de progrès à réaliser d'un point de vue tactique pour pouvoir trouver sa place. Et égal au talent qu'il a, parce que c'est un joueur qui a un formidable talent, mais il reste encore à apprendre le métier de footballeur. D'accord. Et donc, pensez-vous la même chose pour Menez? Doit-il partir? Doit-il rester? Bah, écoutez, maintenant, Jérémy Menez, il n'est pas parti au mercato, donc il restera en fin de saison. Après, il y a des données contractuelles avec lui, parce que si je ne dis pas de bêtises, il va arriver en fin de contrat. C'est un joueur, ce que je disais tout à l'heure, qui sur un coup de rein peut décider du sort d'une rencontre. Je pense que Jérémy a besoin d'enchaîner un peu les matchs pour retrouver de la puissance dans ses jambes. C'est quelqu'un, pour le connaître un petit peu, qui est amoureux du PSG, qui aime vraiment le club. Il ne faut pas croire malgré les apparences qu'il donne, c'est pas quelqu'un qui s'ennuie, mais c'est quelqu'un qui a son caractère et qui veut jouer, comme tous les grands joueurs. Il n'est pas spécialement bien le fait de se retrouver aujourd'hui régulièrement sur le banc, mais après c'est le propre du haut niveau, c'est le propre des équipes de haut niveau, et c'est le propre aussi des joueurs de haut niveau que d'aller chercher et d'arracher leur place de titulaire dans des grands clubs. D'après vous, ça sera dur de jouer sans Cavani ces 3-4 semaines? Écoutez, moi la crainte que j'ai, c'est la blessure musculaire, parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire, tout dépend de la lésion dont vous souffrez. On l'a vu, vous vous souvenez, avec Thiago Silva, qui a été finalement absent un petit peu plus longtemps que prévu. On n'est pas égaux devant les blessures musculaires, ça dépend aussi beaucoup de la capacité de chacun à cicatriser, à pouvoir retrouver vite le rythme. Mais c'est vrai que c'est pour moi une grosse perte, l'absence de Cavani. D'accord. Et pour ma dernière question, donc tu reviens sur le parc, que pensez-vous de l'ambiance actuelle du parc? Bah, écoutez, moi j'aime pas trop le combat entre les anciens et les modernes. Qui dit avant au Parc des Princes c'était absolument fabuleux, et qu'aujourd'hui au Parc des Princes c'est absolument nul. Je trouve qu'il faut avoir raison garder. Le parc, c'est vrai, l'année dernière avait perdu un petit peu de sa magie et de son âme. Moi j'ai vu des matchs cette année où j'ai trouvé que le public petit à petit retrouvait de la voix, retrouvait un petit peu son âme, et que c'était pas si mauvais, l'ambiance n'était pas si mauvaise qu'on pouvait dire au Parc des Princes. C'est différent. Moi je suis vraiment désolé qu'on ait dû attendre qu'il y ait 2 morts lors de matchs au Parc des Princes pour prendre des décisions radicales. Le football, ça reste un sport de rencontre, de partage,
convivialité. On peut ne pas être d'accord, supporter la même équipe, avoir les mêmes origines, mais ça doit rester que du sport, c'est que moment de détente et de plaisir. Et moi, ça m'est insupportable de penser qu'il y a des gens qui ont pu venir et perdre la vie en venant voir un match de football au Parc des Princes. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable et qui est horrible. Donc les décisions qui ont été prises derrière, je ne vais pas les juger, mais à un moment, il fallait faire quelque chose. Et encore une fois, je regrette vraiment qu'on ait attendu qu'il y ait 2 mois pour qu'on prenne ce genre de décision. Donc merci d'avoir accepté de passer sur la web radio Vie Lumière. Donc je laisse la main à Florian. Et donc, je peux vous poser une petite question juste avant de conclure? Ouais, vas-y, dis-moi. Donc, moi, j'aimerais revenir donc sur votre livre. Donc, je rappelle les 1000 maillots de foot des éditions La Martinière. Donc, et qui de mieux placé pour parler de maillots de foot que le président de Montpellier, Louis Nicolin. Donc, il a fait la préface. Comment vous avez été amené à collaborer? Écoute, en fait, j'ai eu le grand plaisir de voir que Holo Édition, par l'intermédiaire de La Martinière, m'ait proposé de faire cet ouvrage. Ils avaient déjà le projet du point de vue graphique qui était arrêté. Je leur ai apporté le projet éditorial et puis après, on cherchait un préfacier. Et moi, logiquement, le nom de Louis Nicolin m'est venu à l'esprit. Alors, je vais vous faire une petite confidence pour 2 raisons. Parce que Louis Nicolin, ça a été la première personne dans le football qui m'ont fait un maillot de foot à l'issue d'un match. Et je me suis dit de lui demander, presque une vingtaine d'années après, de préfacer mon livre concernant les maillots de foot. Ça serait un joli clin d'œil, ça permettrait de boucler la boucle. Et puis, deuxièmement, vous le savez, Louis Nicolin, c'est le plus grand collectionneur privé de maillots en France. Il en a plus de 3000. Il a un musée privé qui n'est pas ouvert au public, qu'il garde que pour lui, qui fait rarement visiter. Et j'ai eu le grand privilège et le grand bonheur quand je suis allé à Montpellier au mois de décembre pour lui offrir le premier exemplaire de 1000 maillots de foot, qui m'invite à visiter sa collection de maillots. Et on est resté 2 heures et demie ensemble à parler de football, à parler de notre passion commune pour les maillots de foot. Et ça a été vraiment un grand moment. Et rien que pour ça, le 1000 maillots de foot à mes yeux est réussi. Alors j'espère qu'il le sera aussi en faisant plaisir à beaucoup d'amoureux du football et des maillots de foot comme moi qui me feront le plaisir de le lire. D'accord. Et comme vous le dites si bien, c'est une manière de se rappeler. Parce qu'en fait, dans le livre, c'est que des petites anecdotes. Donc, le pourquoi du comment des maillots, et puis c'est l'histoire du club, quoi, en gros. Voilà, on raconte l'histoire des maillots, comme on disait tout à l'heure, pourquoi l'Italie joue en bleu alors que leur couleur c'était aussi le blanc et qu'ils sont devenus des azzurri. On raconte des petites anecdotes comment par exemple Patrick Battiston a retrouvé 28 ans après son maillot de Séville de 82, passé Jean-Pierre Papin du dernier maillot qu'il a porté à l'Olympique de Marseille, qui est devenu le dernier maillot de Michel Platini qu'il a porté au Communal et de Turin avec la Juve. Il y a plein de petites anecdotes comme ça, mais c'est traiter aussi l'universalité du football en parlant du maillot du Japon pour l'Asie, en parlant du Cameroun pour l'Afrique, en parlant aussi du Mexique pour l'Amérique latine, sans oublier bien sûr le football féminin à travers les États-Unis. On a essayé d'offrir aux lecteurs un tour du monde en 1000 maillots de foot, qui j'espère fera plaisir au plus grand monde. La France, c'est le 8e pays dans lequel 1000 maillots de foot est sorti. Il est déjà sorti cet automne dans des pays comme la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, le Mexique, l'Espagne et quelques autres pays. Il sortira en mois d'avril aux États-Unis, en Angleterre, en Suède et au Canada. Donc vous voyez, on a proposé de faire un tour du monde en 1000 maillots. Et aujourd'hui, c'est le bouquin 1000 maillots qui est en train de faire un tour du monde. D'accord.
La plus surprenante pour ma part, anecdote, hein, c'est la belle histoire du Français, donc Baptiston, qui a retrouvé son maillot qu'il avait offert à son chirurgien, quoi. C'est beau ça, comme histoire. Ça, c'est une histoire complètement extraordinaire que m'a raconté Patrick Baptiston il y a quelques années, où il s'était confié longuement à moi pour raconter pratiquement 26-28 ans après comment lui il avait vécu l'agression de Patrick Baptiston, Harold Schumacher en demi-finale à la Coupe du Monde contre la RFA. Il n'en avait pas trop parlé. Et puis là, il s'était livré par amitié pour moi et j'avais fait un super papier. On avait redéjeuné ensemble un mois plus tard et là, il m'a dit, comme il savait que j'aimais bien les maillots de foot dans la conversation, il m'a dit, mais au fait, Bernard, tu sais pas qu'il m'arrive un truc de dingue. J'ai retrouvé mon maillot de Séville. Et j'ai dit, écoute, Patrick, il faut que tu me racontes cette histoire. Et il m'a raconté cette histoire que j'ai glissée dans le livre 1000 maillots de foot. Et tu as raison, c'est pour moi l'histoire la plus extraordinaire. Parce que, en plus, Baptiston a été un joueur fabuleux. Et c'est un homme aussi formidable qui aujourd'hui met sa passion du football au service des jeunes, puisqu'il a formé déjà des générations et des générations entières de joueurs au Girondins, que ce soit Dugarry, Darazou, Chamac hier ou Trémolinas, et puis aujourd'hui les petits Sauvé, les petits Gabaté et bien d'autres qui vont arriver demain au Girondins. Et pour ça, je trouve que le club était super. D'accord. Ben, Monsieur Lyon, écoutez, on vous remercie d'être passé sur la web radio Ville Lumière. Ouais, c'était un plaisir, les gars. Donc, continuez à bien supporter vos équipes et puis surtout aimer le foot. C'est important, c'est bien. D'accord, bah, je vous remercie. Je vous remercie de votre grande disponibilité. Non, mais merci de votre invitation, les gars. Puis au plaisir. Vive le foot. Bonne soirée, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à faire de la pub pour notre radio. Ça sera fait, les gars. Allez, à bientôt. Merci Bernard. Salut à tous. Au revoir, merci. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.